On est dans le 19e siècle de l'autopsie. On n'est plus dans le juridique là aujourd'hui. L'affaire a été jugée, on est quasiment dans l'historique. Et ce qui est effrayant dans ce dossier, c'est que la mort a engendré la mort. Toute notre génération, on a grandi avec la photo du petit Grégory. C'est une famille compliquée. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Elle est une affaire non pas de petits juges, mais de petits nombrils de juges. Parmi les membres de cette famille angoissée, Michel réentend, sans pouvoir contrôler son effroi, le dernier appel du corbeau. L'appel qui a été passé vers 17h30 lui perce le cœur. « Je te téléphone, car cela ne répond pas à côté. Je me suis vengé du chef et j'ai kidnappé son fils. Je l'ai étranglé et jeté dans la Vologne. Ma vengeance est faite. » Les gendarmes ne dissimulent pas leur inquiétude. Les pompiers ont recherché également aussi dans la Vologne avec les gendarmes. Bon, il n'y avait rien sur les penches. La cohorte des véhicules déjà est angoissante. Puis je ne sais plus qui a eu l'idée de venir jusqu'à Docelles, où il y avait un barrage. Les militaires arrivent vers 21h dans un petit village qui est voisin à peu près de 6 km de l'Épange. Et c'est à cet endroit qu'on a découvert le corps de petit Grégory, qui s'était arrêté au barrage là-bas. Dès que je suis alerté, je me porte donc à Docelles. Nous arrivons au bord de la Vologne. Ils découvrent, dans une rivière dont le nom deviendra célèbre, la Vologne. Il faisait déjà nuit à l'époque. Donc on l'a retrouvé avec les lampes torches des pompiers. Là, il y a des pompiers volontaires qui sont là et qui sont prêts à retirer le corps de Grégory. À la surface des eaux, plaqué contre un barrage, Un peu plus loin que la motte de terre là-bas. ligoté par une cordelette. C'était un peu difficile quand même, retrouver un gamin de cet âge-là, pieds et poings liés par une petite ficelle. Les habits intacts, le bonnet de laine rabaissé sur le visage. Il y a toute une mise en scène très, très dure, qui renforce le caractère tragique. Le petit Grégory, dans la mort qui vient de le figer. Le père est arrivé peu de temps après. Oh, c'était très douloureux à vivre. On est tous d'une part choqués, mais surtout et aussi extrêmement motivés à nous investir dans cette affaire pour savoir qui a pu commettre un geste aussi innommable et incompréhensible. La volonté de faire le mal pour le mal doit être réprimée. Le lendemain, dans la boîte aux lettres, un message arrive. On le lit lentement. « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » Le chef, l'argent, la vengeance, on voit dans ces mots, dans ces trois mots, que tout le mobile de l'enlèvement et de l'assassinat de Grégory se trouve. Ces quelques lignes laissent transparaître le fin fond de la psychologie de l'auteur du courrier. L'auteur du meurtre a besoin de revendiquer, presque de jouir de ce meurtre. Il est habité par la haine de celui qui a conquis le statut de chef. Il est jaloux de l'argent et il est dévoré par la vengeance. Dans la lettre de revendication du crime, je crois qu'il y a
une mauvaise interprétation dans le « ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils ». Ce n'est pas ton argent, c'est pas une question de jalousie. Pas du tout. C'est pas de la jalousie d'un tiers qui pense que Jean-Marie Villemain a de l'argent. D'ailleurs, il n'avait pas d'argent, il avait de l'argent de ses dettes. Hein. Tout était emprunté. Hein. Dans la distribution des rôles, le scénariste va se tromper complètement en confiant l'enquête à celui qui se complaira à s'appeler le petit juge, Monsieur Lambert. L'affaire Grégory, c'est un petit peu l'affaire Lambert, comme certains l'ont dit. Voici ce que le colonel Sesma dit du juge Lambert. Tout le monde joue avec le feu. À commencer par le juge qui, dans son ordonnance du 4 février 1985, n'a pas refermé toutes les portes ouvertes par notre enquête. Et il ajoute, ce militaire, une anecdote qui personnellement me fait frémir. Le juge m'avait étonné encore plus quand il avait souhaité, à l'issue d'une autopsie, qu'on fasse une photo de groupe derrière le cadavre disséqué. Lui, se tenant au milieu des gendarmes et des médecins légistes. Et ajoute le colonel, le juge m'avait dit, lorsqu'éclate l'affaire Grégory, l'affaire Villemain, cette affaire, c'est la chance de ma vie. Il a souffert d'un défaut majeur pour un juge, c'est le défaut du narcissisme. C'est l'aveu que toute l'enquête va être pervertie par le gong permanent de l'ego qui résonne dans la tête du juge. Narcissisme aigu, on se regarde dans le miroir. Quand sous la toque tonne l'ego, la justice n'est plus une affaire de justice, elle est une affaire non pas de petits juges, mais de petits nombrils de juges. La presse publie votre photo. Je suis important. Je suis un homme célèbre. Vive moi. Mais ça va plus loin. Un avocat général osera dire ceci du juge Lambert. Il ne m'est pas possible de masquer les erreurs commises par le premier magistrat instructeur. Il est évident que le juge Lambert aurait dû être dessaisi de l'affaire Villemain. Il a accumulé en quelques jours, et dès le début de l'enquête, des erreurs d'ordre technique et d'ordre juridique, trop nombreuses pour qu'il me soit possible d'en dresser l'inventaire. Mais ce qui est inadmissible, c'est que sa hiérarchie ne s'en a pas aperçu, parce que c'est évident pour tout le monde, pour les journalistes, pour les avocats, tout le monde qui ne dérapait et qu'on ne l'ait pas remplacé. Non, le juge Lambert a été confronté à une affaire hors norme. Je veux croire, ajoute-t-il, que M. Lambert a conscience des catastrophes dont il a été indirectement la cause. Le juge s'est fourvoyé. Il s'est fourvoyé parce qu'il était trop jeune, trop inexpérimenté. Il faut souligner, chaque fois qu'on dit l'insuffisance du juge Lambert, l'insuffisance de tout l'appareil des magistrats qui étaient au-dessus de lui, parce que son procureur, le procureur qui était au même tribunal, le président du tribunal, la chambre d'accusation, tous, ils auraient dû se rendre compte qu'ils n'étaient pas capables de contrôler l'affaire. Mais au moment où on demande à certains magistrats de rendre des comptes, je pense à l'affaire Doutreau, alors que le juge Burgot, lui, avait tout un système judiciaire qui a dérapé avec lui, moi je pense que la part de responsabilité propre, personnelle, de Jean-Michel Lambert dans cette faillite judiciaire est bien plus grande, parce que quand il a travaillé, quand il a agi, il a toujours fait en étant opposé au procureur de la République, par exemple.